Bonsoir, bienvenue dans le club 28 minutes. Les portes s'ouvrent, les fauteuils sont confortables, le monde est passionnant. Et eux, ils sont venus en discuter, justement. Eux, ce sont deux journalistes impeccables et un dessinateur amateur de pingouins, et oui, sont en plateau pour aborder les principales actualités de la semaine. D'abord, la Chine, Pékin voit rouge. À l'ouest, la France veut restreindre l'accès à son marché aux géants des télécoms Huawei. La Grande-Bretagne et l'Australie promettent des passeports aux dissidents hongkongais. Les États-Unis s'engagent pour le Tibet. Pékin évoque des ingérences. Les pays occidentaux doivent-ils s'allier pour contrer l'expansion chinoise? En France, et qui est de retour? Le dossier de la réforme des retraites. Et oui, les syndicats ne veulent pas entendre parler. Le MEDEF réclame une pause, mais le nouveau Premier ministre et le Président de la République n'en démordent pas. Il faut, selon eux, légiférer au plus vite pour éviter le crash du système. Jean Castex appelle à la mobilisation. Qui pourrait, sur tous les bancs de cette Assemblée, laisser s'effondrer le système de retraite actuel? Nous devons donc prendre les dispositions nécessaires pour en assurer la sauvegarde. Alors pourquoi faut-il absolument rouvrir ce dossier maintenant? Y a-t-il un nouveau risque de flambée sociale? Dans son histoire de la semaine, Frédéric Pommier, lui, reviendra sur le drame de ce chauffeur de bus agressé à Bayonne qui a provoqué l'émotion dans toute la France. Et notre invité ce soir sera Jean-Marie Gallet. Il est commissaire de l'exposition Folklore qui se tient actuellement au Centre Pompidou à Metz, où comment la tradition a toujours inspiré les artistes, même les plus originaux, on va dire. Allez, et puis alors eux, bien sûr, ils sont dans le lounge du club 28 minutes, et parmi eux, il y a Camille Diallo. Bonsoir Camille. Diao. Voilà. Bonsoir. Oui, je ne sais pas. Voilà, je me suis emballé, c'est le club, c'est pour ça, on s'emballe. Et il y a Renaud Delay, non, c'est ça? Renaud Dely, c'est ça, exactement. Jean-Mathieu. En pleine forme, et vous-même? Ça vous va bien la cravate. Et je suis ravi de vous retrouver en tout cas. Moi Et aussi. à nos côtés, bien sûr, ce soir, nous recevons Maude Vergnol. Bonsoir. Vous êtes co-directrice de la rédaction de l'Humanité. À vos côtés, il y a Jean Quatremer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes correspondant de Libération à Bruxelles. Et au dessin, il y a Xavier Gors, bonsoir. Bonsoir. On peut retrouver d'ailleurs quotidiennement vos dessins sur le blog du Monde. Et on commence tout le monde avec On commence avec le premier dossier, avec tout le monde également. L'actualité de la semaine, Jean-Mathieu. Et oui, il nous emmène en Chine, figurez-vous. La Chine qui voit se dresser face à elle l'opposition de plusieurs pays occidentaux sur plusieurs dossiers. D'une part, on sait que le régime de Pékin a mis la main sur Hong Kong en mettant en œuvre donc cette loi de sécurité nationale qui suscite des protestations de plusieurs pays, notamment de la France. Et puis sur le plan économique, le géant des télécoms chinois, Huawei, qui veut évidemment étendre son influence à l'occasion du futur développement du marché de la 5G, les télécoms du futur. Mais voilà que là aussi, les pays occidentaux veulent freiner l'accès de ce géant chinois à ce futur marché. Est-ce à dire, Maude Vergnol, qu'on peut imaginer que les pays occidentaux, la France, l'Europe, les États-Unis aussi, réussissent à bâtir à terme un vrai front anti-chinois face à l'expansionnisme de Xi Jinping? Alors moi je crois pas et je suis pas sûre du tout que ce soit souhaitable. Il faut quand même rappeler que Donald Trump s'est pas réveillé un matin avec un goût nouveau pour les droits humains et la défense des opprimés. Là on est vraiment... Les États-Unis ont protesté sur la situation au Tibet notamment et l'attitude aussi de Xi Jinping à l'endroit des Ouïghours. Voilà. Là on est vraiment, et c'est très intéressant, dans une nouvelle étape de cette guerre froide 2.0 dont l'épicentre est en effet Hong Kong parce que Donald Trump bien entendu y a vu une occasion de fragiliser la Chine. Ce qui est quand même intéressant, c'est que tant que la Chine était l'atelier du monde où les multinationales pouvaient se servir d'une main-d'œuvre à bas coût, on se posait moins la question des droits de l'homme et en gros la Chine trouvait sa place dans cette mondialisation heureuse qu'on nous avait vendue. Depuis qu'elle est à la tête de l'industrie de pointe, les États-Unis frissonnent, ils ont peur et cherchent des alliés. Est-ce que l'Europe, elle doit rentrer dans ce jeu-là, s'aligner derrière les États-Unis? Je ne suis pas sûre. D'ailleurs, la Chine, je ne sais pas si vous avez vu, dans les tensions diplomatiques du moment, est beaucoup moins violente dans ses réponses vis-à-vis de l'Europe, notamment de la France et de l'Allemagne, qu'elle ne l'a été par rapport à l'Australie ou aux États-Unis. On voit bien que la diplomatie européenne elle est sur une ligne de crête, un peu coincée entre les intérêts économiques chinois et américains d'un côté. Je pense qu'elle aurait tout intérêt à garder son indépendance dans ce chemin-là, moi, personnellement. Ça veut dire qu'en fait, ce sont les intérêts du business et de l'économie qui finalement semblent éveiller certains pays occidentaux ou les États-Unis, justement, à l'intérêt pour la situation des droits de l'homme en Chine?
Je crois que on se sert des droits de l'homme, effectivement, pour des questions économiques, parce que la réalité, c'est qu'on s'est réveillé après 20 ans en découvrant que les Chinois ne se contentent pas de fabriquer des charentaises ou des vélos bas de gamme, mais envoient des satellites, conquièrent l'espace, seront sans doute les premiers sur Mars. Et là, enfin, on s'aperçoit qu'on s'est fait piller pendant 20 ans. Et on s'est fait piller volontairement. Je veux dire que lorsque les Chinois ont adhéré à l'OMC en 2000, il était déjà, on savait déjà que les normes environnementales, la question monétaire, la question des droits de l'homme, les normes sociales, etc., ne s'appliqueraient pas à la Chine. Donc on crée Alors que ça fait partie intégrante normalement des compétences de l'Organisation mondiale du commerce. Non, justement, l'argument était de dire c'est pas dans les normes, c'est pas du tout dans les compétences de l'OMC, donc on va laisser ça de côté. Mais évidemment, on crée un champ de concurrence, on allait se battre contre un géant avec 1 milliard d'habitants à armes inégales, parce que eux manipulaient toutes les normes que l'on s'appliquait à nous-mêmes. Les Américains se sont réveillés avant nous. Et ça, il faut reconnaître, moi personnellement, je remercie Donald Trump d'avoir un peu sonné le réveil de l'Occident. Là, il faut quand même lui reconnaître, c'est l'élément positif. Il est rentré dans une guerre commerciale. D'ailleurs, c'est pour ça, avec les Chinois, que nous n'avons pas déclenché, d'où effectivement, je dirais, la relative gentillesse de la réponse chinoise. Mais Trump a sonné le réveil de l'Occident. C'est-à-dire, il est temps de bouger face à la Chine. Renaud, justement, oui. Donald Trump, Jean Quatremer en est fan, mais tout le monde ne lui dit pas merci. Tout le monde ne lui dit pas merci à Donald Trump. En l'occurrence, le ministre des Affaires étrangères chinois critique justement l'administration américaine qui a mis en cause l'attitude du régime de Pékin à l'endroit du Tibet d'une part et puis des musulmans, des Ouïghours qui sont maltraités par le régime. On écoute le ministre des Affaires étrangères chinois. La première chose que je veux dire à M. Pompeo, c'est d'arrêter de parler de crédibilité, de vérité et de responsabilité, parce que nous en avons plus que marre de ces mots-là. Ces dernières années, les États-Unis ont régulièrement violé leurs engagements et leurs obligations internationales. Ils se sont retirés des organisations et des traités. Ce sont les plus gros fauteurs de troubles au monde. Est-ce que ça veut dire, Jean Quatremer, que s'il y a un changement d'administration aux États-Unis en novembre, si Donald Trump est battu, il y aura un changement d'attitude et de relation, en tout cas, entre Pékin et Washington ? En tout cas, le ministre des Affaires étrangères chinois met le doigt sur quelque chose. C'est vrai que les Américains se sont plus comportés comme des voyous au cours des 20 dernières années que les Chinois. Les Chinois, effectivement, ils ont un empire intérieur. Il ne faut pas rêver. Hein, ce qui se passe au Tibet, ce qui se passe avec les Ouïghours, c'est un pur scandale. Et là, on est dans la... C'est pas seulement des affaires intérieures. Pour eux, ce sont des affaires intérieures. C'est la Chine. Je veux dire, le Tibet, ils ont annexé, la Chine a annexé le Tibet. Le Ouïghour, ça fait partie de la Chine. Mais enfin, le peuple des Ouïghours fait partie de l'empire chinois à l'intérieur. Et ils ne sont pas agressifs, pour l'instant, vis-à-vis de l'extérieur. Leur stratégie de conquête, par exemple en Afrique, c'est une stratégie de conquête économique. C'est pas du tout quelque chose de violent. Les Américains, non seulement ils respectent plus l'ordre international, mais en plus, eux, ils vont faire la guerre. Là, vous vous mettez du point de vue uniquement du régime chinois, mais en l'occurrence, le Tibet, ou le sort de la minorité musulmane des Ouïghours, ou l'attitude du régime de Pékin à Hong Kong, c'est pas simplement des affaires intérieures. Là, l'ordre international avait décidé des choses que remet en cause le régime de Pékin. Mais tout à fait. Mais le problème, c'est que c'est la Chine. La Chine, si la Chine intervenait, par exemple, dans les affaires intérieures françaises ou les affaires intérieures américaines, les Américains réagiraient de façon aussi violente. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui se passe, par exemple, avec les Ouïghours, c'est un scandale international absolu. Je veux dire, quand même, les Chinois sont actuellement en train de mener des stérilisations forcées. Il faut se rendre compte de ce qui se passe. Et tout le monde s'en fiche dans le monde. Mais le problème, c'est que comme les Américains mènent l'offensive, et eux, comme on dit, ceux qui grimpent en haut de l'arbre doivent avoir le fond de la culotte propre. Et là, en l'occurrence, les Américains n'ont pas précisément le fond de la culotte très propre. Voilà, en tout cas, c'est un magnifique proverbe. Merci en tout cas, Jean Quatremer, pour ce week-end. Xavier Gors, je crois que vous avez un dessin. Hein. Oui, alors c'est Pékin qui change complètement les préceptes du commerce et le fournisseur a toujours raison. En effet, oui. Allez, on va passer, après la Chine, on va revenir en France avec vous. Oui. Renaud, décidément, c'est incroyable. Le duel de la semaine. C'est encore moi. Et oui, c'est mon duel de la semaine, Jean-Mathieu. C'est un vrai de vrai, un duel à la Sergio Leone. Sur une musique d'Ennio Morricone. Évidemment, à ma gauche, dans le soleil et la poussière, on aperçoit la carrure massive d'Acquitator, l'avocat Éric Dupond-Moretti, terreur des cours d'assises et nouveau garde des Sceaux. Et à ma droite, la silhouette plus chétive, mais pas moins déterminée, de Céline Parizeau, présidente de l'Union syndicale des magistrats, le principal syndicat de magistrats. Le premier était tout juste nommé Place Vendôme, que déjà la seconde dénonçait une véritable déclaration de guerre à la magistrature. On l'écoute.
Nommer au ministère de la Justice quelqu'un qui méprise profondément les magistrats et qui a pour habitude de nous insulter quasiment, hein, nous traitant de caste endogame, de barbouze, ça nous pose un vrai problème. Alors, il faut reconnaître que Éric Dupond-Moretti n'a jamais caché son peu d'estime, on va dire, hein, pour les magistrats. Une institution de faux cul, petit monde de l'entre-soi et de l'irresponsabilité, tenait-il par exemple il y a quelques années. C'est pas moi qui parle, Jean-Mathieu, rassurez-vous. Dupond-Moretti, il a carrément prôné la suppression d'ailleurs de l'École nationale de la magistrature, celle-là même qu'a faite Céline Parizeau, hein, promotion 2003. Quelques jours avant d'être nommé ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti d'ailleurs a déposé une plainte contre X après avoir appris que ses factures téléphoniques détaillées, les fameuses fadettes, avaient été épluchées par des juges dans le cadre de l'enquête sur l'affaire dite Azibert, hein, enquête qui concerne, on le sait, Nicolas Sarkozy. Dans le viseur de Dupond-Moretti, le parquet national financier, ce qu'il appelle ses méthodes de barbouze. Bon, quelques heures après sa nomination, le nouveau garde des Sceaux a retiré sa plainte et surtout lors de sa prise de fonction, il a fait profil bas. On le regarde. Ce n'est pas le ministère de la guerre, même si j'ai cru entendre ces mots, mais celui des libertés. Je ne fais de guerre à personne. Je veux avec vous garder le meilleur et changer le pire. Eh ben voilà, de bonnes résolutions. Alors, Éric Dupond-Moretti peut-il vraiment s'assagir, Maud Vergnol, ou est-ce qu'Emmanuel Macron, qui l'a choisi personnellement, rappelons-le, mise justement sur ses outrances, hein, sur son caractère tempétueux, on va dire, pour bousculer une corporation, celle des magistrats, qui n'aime pas forcément le changement? Ouais. Moi, je pense que c'est un pari assez risqué de la part d'Emmanuel Macron, cette nomination. En gros, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que c'est un personnage ambigu, Dupond-Moretti. Il a un profil qui est intéressant pour la Macronie, puisque c'est l'opposé du technocrate. Hein. Il vient d'une famille extrêmement populaire, il s'est construit à la force du poignet. Voilà, il y a une verbe, bon, parfois voilà, avec ses outrances, mais c'est quelqu'un qui va faire de la politique à un moment où on reproche au gouvernement Macron d'être très technocrate. Après, je pense que ça passe ou ça casse, c'est-à-dire qu'il y a quand même 3 interrogations moi, qui me semblent majeures sur sa nomination, que vous avez rappelées, mais il y en a d'autres. C'est-à-dire, par exemple, par rapport à ses clients. Qu'est-ce qui va se passer, pour ne citer que lui, pour le cas de Balkany, dont le sort n'est pas encore totalement tranché, quand les juges devront juger de cette affaire-là? Est-ce qu'il pourrait ou pas être influencé, sachant que c'est le arrêter toutes ses activités d'avocat. Oui, mais c'est le client de son nouveau, c'est l'ancien client de son nouveau ministre. Deuxième question sur la réforme des retraites. La réforme des retraites, on sort d'un moment où la justice est vraiment en crise parce qu'elle manque de moyens et aussi parce que les avocats ont été quand même fer de lance contre la réforme des retraites. Lui avait dit qu'il était contre. Défi de loyauté. Troisième question quand même, n'en déplaise à Monsieur Quatremer, sur le féminisme. Moi j'entends quand même les remarques justes des mouvements féministes sur cette nomination, additionnée à celle de Monsieur Darmanin, où on parle quand même de 2 institutions majeures, qui sont la justice et la police, qui ont un rôle clé dans le parcours de suivi des violences conjugales. Et c'est vrai que c'est quand même assez contradictoire de la part d'un gouvernement qui avait dit qu'il décidait d'en faire sa priorité. Donc c'est quand même normal que... Voilà. Après, juste pour finir, je pense que c'est pour ça que je disais, c'est un peu en fait la dernière trace du « et en même temps » macronien, parce que je trouve qu'il a été assez malin dans son discours d'investiture, et c'est quelqu'un qui peut par exemple beaucoup apporter sur la prison, sur le sens des peines par exemple. Moi, ce qui me déplaît fortement dans la prise de position de la présidente de l'USM, qui est donc le principal syndicat, mais syndicat de droite en plus, hein, ce qui est assez intéressant. Enfin, il se dit sans étiquette, en tout cas, ce syndicat revendique. C'est pas le syndicat de la magistrature, c'est ça que je veux dire. Non, qui lui est de gauche. Et lui est clairement de gauche. J'aime pas ce côté, c'est la guerre des avocats contre les juges. Parce que si on avait nommé un juge, les avocats auraient pu dire c'est la guerre des juges contre les avocats, et ainsi de suite. C'est pas le premier avocat garde des Sceaux, évidemment, il faut le rappeler. Hein. D'abord, il faut se rappeler de Badinter. Georges Kejman. Voilà, exactement, qui ont été quand même des grands ministres de la justice, enfin, notamment Badinter. Kejman, j'étais moins convaincu. Donc l'argument, je trouve ça détestable. En plus, quand il critiquait les juges, c'était dans son métier d'avocat. Et dans son métier d'avocat, son rôle, c'est de critiquer les juges. Il faut voir aussi comment les juges traitent les avocats. Parce que si vous, comme journaliste, on va souvent assez peu dans les prétoires, enfin nous ici autour de cette table, mais je peux vous assurer que moi je les connais ces prétoires, et les juges sont d'un mépris à l'égard des avocats, et c'est usant. Alors donc, justement, ça tombe bien que vous disiez ça, parce que c'est un peu votre dessin, Xavier. Je crois que vous parlez de ces problèmes entre les avocats et les juges. Hein. Exactement, c'est un peu cette guéguerre, et puis bon, là le verdict est tombé. Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ouch, lourde sentence, dit le juge, je vais faire appel.
Allez, notre une internationale maintenant, eh bien, c'est celle du quotidien Folha de Sao Paulo, en date de mardi. Le président brésilien, Jair Bolsonaro, positif, et oui, au Covid-19, enlève son masque devant la presse à Brasilia. Un geste pour prouver sa bonne forme, malgré le virus, dit-il. Jean Quatremer, est-ce que c'est convaincant? Non mais, le fait que... moi, j'aime pas du tout le personnage, hein, c'est un personnage d'extrême droite, etc., Mais il faut arrêter avec ça. Il tombe malade et tout le monde est là. Ah, il est tombé malade, regardez. Alors qu'il croit, il est opposé aux mesures de confinement, etc. Comme vous. Pareil. Comme moi, j'étais opposé aux mesures de confinement à la chinoise. Oui, c'est curieux. Je suis plutôt pour les libertés Vous publiques. êtes contre le confinement, comme Bolsonaro. Voilà. Mais Johnson était aussi opposé à ces mesures de confinement absolues. Il est tombé malade. Mais on a l'impression que c'est pas une espèce de nouvelle peste. Oui, c'est pas parce qu'on porte le virus qu'on va mourir. Vous savez combien il y a eu de morts de moins de 50 ans en France? Combien il y en a eu? Vous savez ça? Mais non, mais combien il y a eu de morts de moins de 50 ans? Répondez à ma question. Ah, mais c'est un petit peu, je ne sais pas, je ne suis pas à 300 par là. 200, moins de 200. Voilà. Donc voilà, c'est ça la réalité. Donc oui, ils tombent malades, c'est normal. Il y a une épidémie, les gens tombent malades, le virus, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement. Tout le monde l'aura ou... C'est plutôt insolite quand même, parce que pour quelqu'un qui disait que c'était une grippette, de l'attraper comme ça. Non, une grippette, vous pouvez l'attraper. Oui, c'est sûr. Mais malheureusement, c'est plus qu'une grippette. Malheureusement, c'est bien plus qu'une grippette. Maud Vergnol. Excusez-moi, mais on parle quand même là du visage meurtrier de l'incarnation du fascisme qui s'en fout absolument de la vie des êtres humains. Ah bon? Donc moi j'entends, on peut discuter du confinement, des conséquences économiques, mais là on parle de la vie. Je crois qu'on est près de 70 000 morts au Brésil. Vous citez un pays de combien de millions d'habitants? vous citez les chiffres français, mais on sait très bien que le virus, il ne touche pas que les vieilles personnes. Ou alors c'est quoi ce discours? C'est un discours eugéniste qui vise à dire laissons crever les vieux et les gens qui sont malades. Bah, ça reviendrait quand même un petit peu à ça. Et donc 70 000 morts. On sait que c'est une population qui est très fragile. Pas tous ensemble. Donc moi je vais vous répondre, une récession de moins 10% qui sacrifie les générations de moins de 50 ans, vous trouvez ça logique? Ça ne vous pose aucun problème le fait qu'on... non plus, moi j'ai pas dit qu'il fallait... Alors, personne ne dit rien. Mais je parlais pas de vous, je parlais de Bolsonaro. Vous n'êtes pas président du Brésil, a priori. Hélas. On va juste se réconcilier justement avec vous, Xavier Gorsin-Dessin. Alors Bolsonaro qui minimise encore la pandémie, j'ai très peu attrapé le virus. C'est pas faux en plus. Alors, on va continuer justement à parler de ce continent américain un peu plus au nord avec vous, Camille, puisqu'on connaissait comme candidat à la présidentielle Donald Trump, on connaissait Joe Biden. Et il pourrait y en avoir un troisième, c'est ça? Et c'est mon point com de la semaine, la dernière lubie de Kanye West, monsieur Kim Kardashian à la ville, le rappeur de talent devenu homme d'affaires, milliardaire, créateur de mode et désormais candidat à la présidentielle américaine. Alors Yeezy, comme on le surnomme, est un grand habitué des coups d'éclat médiatiques. Son dernier en date, c'est son tournant chrétien. Il a sorti un album intitulé Jesus is King, Jésus est roi, et une série de concerts en forme d'office religieux que vous voyez ici, les Sunday Service, dans lesquels il prêche bien plus qu'il ne rappe. Mais leader spirituel, ce n'était pas assez pour Kanye West, qui désormais se lance en politique depuis dimanche dernier avec ce tweet dans lequel il annonce « Je suis candidat à la présidence des États-Unis, #2020 Vision ». Alors l'annonce a surpris tout le monde parce que le rappeur affiche depuis des années son soutien pour Donald Trump. Alors pourquoi se lancer ainsi contre lui dans la course à la présidentielle? Eh bien, il en détaille les raisons dans une longue interview absolument lunaire donnée au magazine Forbes. Sa candidature est donc le résultat de la volonté de Dieu qu'il a frappé sous la douche il y a quelques semaines. Son slogan de campagne, c'est « Yes » en lettres majuscules. Et sur le fond, le rappeur candidat explique qu'il souhaite le retour de la prière à l'école, qu'il est contre les vaccins qui ne sont que la marque du diable, contre l'avortement aussi. Mais très modestement, il reconnaît qu'il n'a pas encore eu le temps de se pencher sur les questions des politiques étrangères et fiscales. Il faudra attendre un peu pour connaître son avis. Par contre, il souhaite agir contre les violences policières et il propose de réorganiser la Maison-Blanche sur le modèle du Wakanda, ce pays fictif où se tient l'intrigue du film Black Panther. Oui. Sur le Twitter, les réactions ne se sont pas faites attendre. Il y a ceux qui peinent à y croire, comme ce tweetos qui utilise le visage de Mr Bean pour faire part de sa stupéfaction. Il y a ceux qui le soutiennent, comme le milliardaire de la Silicon Valley, Elon Musk, qui a tweeté « Le 5 juillet dimanche, vous avez mon soutien
total. Voilà, et on ne sait pas encore d'ailleurs, parce que je crois que dans le NMI, un journal britannique dirait qu'il retirerait finalement son soutien. Voilà, il se ravise un peu, Voilà, ce n'est pas très clair. Quelle soirée Suspense. électorale incroyable. Et il y a ceux qui crient au complot pro-Trump, comme cet évêque américain qui tweet « Ne vous faites pas avoir, la candidature de Kanye n'est qu'une tentative de siphonner le vote noir pour s'assurer que son frère Donald Trump soit réélu ». Et cette hypothèse, elle rencontre un certain succès sur les réseaux. Il faut dire que dans l'interview au magazine Forbes, Kanye West s'exprime très peu sur Trump, mais il se montre particulièrement virulent à l'encontre de Joe Biden et des démocrates qui l'accusent de vouloir contrôler le vote noir. Et il reproche notamment à Biden d'avoir déclaré « Si vous hésitez entre Trump et moi-même, c'est que vous n'êtes pas vraiment noir ». Kanye West pourra-t-il vraiment se présenter ? La question reste en suspens. Avec son annonce très tardive, il a d'ores et déjà raté la date limite dans plusieurs États pour enregistrer sa candidature. Mais il faut se souvenir quand même que son deuxième album, paru en 2005, était comme une prémonition baptisée Late Registration, enregistrement tardif. Et puis même si le tout ressemble fortement à une blague, une tweetos nous rappelle à juste titre que le problème avec les blagues politiques, eh bien, c'est que parfois elles gagnent les élections, et notamment aux États-Unis. Alors entre Kanye West, Donald Trump et peut-être même Jean-Marie Bigard chez nous, l'époque est-elle celle des candidats hors normes, Maud Vergnol ? En Ukraine aussi, où le président était un comédien. Voilà. Non, mais je crois qu'effectivement, il y a une étape du populisme qui a gagné beaucoup de systèmes politiques, qui est passée par la présentation de ce type de personnage. Bon, on l'a vu en Italie, dans beaucoup de pays ailleurs. Bon, là, je crois qu'on est quand même effectivement face à une vaste blague. Mais comme vous le dites, on ricanait comme ça il y a 5 ans de Donald Trump et ça fait 4 ans qu'il est président de la République. Donc, prudence. Jean Quatremer. Donc, rien à ajouter, là. Vous ne soutenez pas Kanye West ? Je pensais que vous le souteniez, c'est pour ça. D'accord, pardon. Je soutiendrai Kanye West le jour où Hanouna sera candidat. Très bien, eh bien faites attention. Faites très attention à ça, on l'enregistre en tout cas. On le repassera. On l'a noté. Avec vous, Pierre Igor, justement, Kanye West, ça vous a inspiré ? Ben oui, dans le cadre de sa candidature, un vrai casse-tête pour les sondeurs. Les voix avec un X pour Dieu sont impénétrables. Allez, on passe à la deuxième actualité de la semaine. Avec vous, Renaud, un sujet bien français. Le grand retour, tenez-vous bien, enfin une bonne nouvelle, le grand retour de la réforme des retraites. Vous vous souvenez, la réforme des retraites ? Quelque chose. J'ai l'impression que c'était la préhistoire, évidemment, c'était avant le confinement, cette réforme qui avait déclenché un vaste mouvement de protestation, des manifestations massives et répétées, des mouvements de grève également. Et bien voilà que le nouveau gouvernement et le nouveau Premier ministre Jean Castex a reçu les partenaires sociaux cette semaine et il veut rouvrir les négociations, les discussions autour de cette réforme des retraites, arguant notamment du fait que la situation économique et la crise ont considérablement creusé un déficit qui était envisagé autour de 4 à 5 milliards d'euros et qui pourrait désormais atteindre 30 milliards d'euros. Je vois à votre mine inquiète, Jean Quatremer, que vous pensez qu'effectivement les conditions économiques imposent de rouvrir ces discussions qui a profondément divisé le pays. Non, je pense que le moment, je crois qu'avec Maud, on sera d'accord là-dessus, on a un peu parlé. C'est que j'ai fait l'émission avant l'émission. On a fait l'émission tous les deux au bar du coin, au vin blanc. Non, mais on était assez. C'est-à-dire que c'est peut-être pas bon moment de réouvrir immédiatement ce front. Les conséquences économiques du confinement, qui sont catastrophiques, je rappelle encore une nouvelle fois le chiffre, parce que j'ai l'impression quand je viens en France que les gens ne se rendent pas compte de ce que veut dire une récession de moins 10%. C'est-à-dire que la Grèce à côté en 2010-2015, c'était une rigolade. D'ailleurs, on va se prendre 2 millions de chômeurs de plus dans la vue. C'est énorme. Il y a des gens qui ont décroché du système scolaire. Je veux dire, c'est une catastrophe. On ne pourra plus financer les retraites, donc il faut réformer les retraites. Voilà, mais il faut réformer. Et à terme, donc, il faudra... Non, il n'y a pas urgence. Je pense qu'il faudra réformer. C'est une catastrophe, donc il y a urgence. Non, c'est une catastrophe. Ça veut dire qu'on va avoir un problème de financement du système. Ça, c'est clair et net. C'est-à-dire que c'était pas du tout prévisible avant le confinement. Maintenant, on y va. Est-ce que maintenant, dans les 6 mois qui viennent, c'est le moment de mettre en place cette réforme, d'ouvrir un nouveau front, alors qu'il va falloir faire des efforts monumentaux? Je n'en suis pas persuadé. Néanmoins, ce que je pense, c'est que à terme, et il faut que les retraités s'en rendent compte, nous avons été solidaires des retraités, puisque la moyenne d'âge, je rappelle, des morts du Covid, c'est 84 ans en France. Nous avons été solidaires, nous avons cassé l'économie avec moins 10% de récession, ce qui équivaut à peu près à l'année 1942, quand la France était occupée par l'Allemagne nazie, pour donner une idée de ce qui nous attend. Et nous avons été solidaires, et maintenant, eux vont devoir être solidaires des jeunes, et notamment payer la CSG exactement comme les actifs payent la CSG. Il n'y a plus de raison de faire de cadeaux fiscaux aux retraités. Je suis désolé de le dire. Solidarité dans les deux sens, car ce sont les seuls qui vont gagner du pouvoir d'achat
dans la période qui arrive, alors que tous les salariés, eux, vont perdre du pouvoir d'achat. Renaud. Y a-t-il vraiment urgence à rouvrir le débat sur la réforme des retraites? L'ensemble des partenaires sociaux cette semaine a expliqué au Premier ministre qu'il ne fallait surtout pas justement relancer ce dossier explosif, y compris le patron des patrons, comme on dit, le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. On le regarde. Sur la réforme des retraites, moi la question que j'ai envie de lui poser, c'est donnez-nous la profondeur du trou, si j'ose dire. Parce qu'on sait qu'avec le Covid, il y avait déjà un déficit de l'ordre de 4 milliards prévu. Et je trouve que se précipiter cet été, comme ça a été, semble-t-il, la demande du président de la République, pour renégocier autour de ce sujet, qui est un sujet anxiogène, me paraît pas la bonne priorité. Après, est-ce qu'il serait irresponsable de laisser le trou grandir? Oui. Et donc, à la rentrée, à partir de la rentrée, discutons. Geoffroy Roux de Bézieux s'interroge sur l'ampleur des déficits, mais pour autant, il dit qu'il n'y a pas d'urgence. Vous êtes sur la ligne du MEDEF, Maud Vernier? Alors pas du tout. D'ailleurs, il ne vous aura pas échappé, comme je ne suis pas d'accord souvent avec Jean Quatremer, que le MEDEF et les syndicats sont effectivement tous, ils font unanimité contre la réouverture de dossiers, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est pourquoi cet entêtement. Vous avez vu que c'est Jean Castex qui est monté au front à l'Assemblée nationale pour un Premier ministre tout frais, c'est quand même assez casse-gueule, si je peux me permettre. Pourquoi cet entêtement-là? Et je pense que ça, c'est assez inquiétant. C'était lui-même qui avait dit il faut l'unité nationale, on ne va pas rediviser le pays. Est-ce que c'est un marqueur politique pour Emmanuel Macron de mener une réforme? Exactement. Je pense que malheureusement, c'est pas forcément pour des raisons économiques, mais pour des raisons très politicardes, très politiciennes. Emmanuel Macron, il sait dorénavant qu'il devra sa réélection sur la base de l'électorat de droite. Là, il sait en gros qu'il a 1 an et demi pour mener à bien cette réforme face à laquelle tout le pays s'était opposé. On sort de 6 mois de mobilisation historique. L'opinion publique a soutenu les grévistes pendant 6 mois. Il n'y avait plus personne pour sauver le moindre paragraphe de cette réforme. Je crois que le passage en force, il se fait le 3 ou le 6 mars à l'Assemblée nationale. Vous parlez du 49.3, le recours à l'article 49.3. Voilà, il y a déjà un passage en force. Il se fait en gros au tout début de l'épidémie. Quelle est l'urgence d'ouvrir ce chantier-là aujourd'hui, sachant que la crise est loin d'être terminée, qu'on parle d'une deuxième vague et qu'en effet, si unité nationale il devrait y avoir, c'est peut-être effectivement plus autour de ça qu'autour d'une réforme dont tout le monde serait perdant, et là on sera en désaccord, qui n'est absolument pas du tout l'urgence du moment. Donc c'est très inquiétant cet entêtement. Camille. Et le plus important pour Macron, c'est Laurent Berger de la CFDT qui était un peu son seul soutien et qui maintenant ne veut pas non plus de cette réforme, pas en ce moment en tout cas. Oui, tout à fait. Je pense que là où ça va être quand même difficile pour le gouvernement, ça va jouer cet été. C'est qu'un front MEDEF, CFDT, CGT contre le gouvernement, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Il faut vraiment mobiliser les énergies pour éviter un effondrement total et peut-être définitif de l'économie et pas diviser à nouveau la France. Je veux dire, le trou va exister. Il peut y avoir de nouveau des manifestations, des grèves? Moi, je pense que c'est là où il y a du cynisme, et qui est du cynisme qui s'appelle même un peu la stratégie du choc. C'est-à-dire, ils savent très bien que là, le pays est encore dans un état de sidération. Que quand on va avoir 2 millions, on parle de 2 millions de chômeurs supplémentaires, que les gens, ils vont avoir peur pour leur emploi, pour leur famille, pour leurs gamins, qu'on va devoir encore certainement porter des masques avec une distanciation sociale jusqu'à l'automne. Il sait pertinemment que les mobilisations sociales seront beaucoup plus difficiles à mettre en place sur le long terme que ces 6 derniers mois. Donc, il y a un cynisme et une espèce d'opportunité qui est absolument désagréable. Ouais. Enfin, là, c'est un pari parce que je trouve que c'est vraiment un pari risqué. Parce que justement, les gens, au moment où ils vont perdre leur emploi, c'est le moment où là, ils peuvent se mobiliser. Donc, je pense que c'est extrêmement dangereux. Et même si c'est une mobilisation minoritaire, mais elle aura lieu. Et ça envoie une mauvaise image au pays. C'est vraiment tous ensemble, redressons le pays. Là, vraiment, l'unité nationale, pour le coup, est nécessaire. Encore une fois, je répète, le choc qui nous attend et qui nous arriver d'ici la fin de l'année, c'est quelque chose que personne n'a connu de son vivant. Je le répète. Donc, surtout, mobilisons-nous et soyons unis pour essayer de sauver le pays. Voilà, c'est simple. Bah oui, je vois, c'est assez simple en effet. Allez, on va parler folklore maintenant. Alors, il y a un peu de folklore politique, mais il y a aussi le folklore qui est exposé, le folklore français. Mais juste avant ça, on va regarder un dessin de Xavier Gorce, qui a aussi peut-être du folklore, je ne sais pas. C'était sur les retraites. Et les retraites, voilà. Oui, bien sûr, mais c'est un peu, voilà. Oui, bien alors, sûr. c'est un peu le problème des repas de famille. La retraite, c'est le sujet tabou pour les retrouvailles.
on va pas gâcher un repas de famille syndicale, bien sûr. Très bien, en effet. Allez, justement, je parlais de folklore à l'instant et on va justement parler d'une exposition en ce moment qui se tient au Centre Pompidou à Metz avec vous, Jean-Marie Gallet. Bonsoir, vous êtes historien de l'art, responsable du pôle programmation du Centre donc Pompidou Metz et commissaire avec Marie-Charlotte Calafat de l'exposition Folklore. Donc c'est à Metz jusqu'au 4 octobre, puis au Mucem à Marseille du 4 novembre au 22 février. J'ai ici le magnifique catalogue de l'exposition Folklore, donc c'est bien ça, on ne se trompe pas. Alors donc vous explorez justement la relation entre le folklore et l'art contemporain, et c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'on se dit, il y a vraiment de la place pour le folklore dans un musée d'art contemporain? Effectivement, on joue un peu sur cette apparente incompatibilité entre ces deux domaines. A priori, tout les oppose, parce que l'art moderne, l'art contemporain, on fait table rase avec le passé, on se jette vers la modernité, vers le futur. Le folklore, c'est la continuité. Le folklore, c'est aussi un domaine très lié à l'immatériel, donc on n'est pas dans de la peinture, de la sculpture. Et le folklore, c'est aussi quelque chose qui va être donc complètement lié, en tout cas attaché très souvent à une forme de passé. La modernité, en apparence, pas vraiment de connexion. Et pourtant, c'est ce qu'on montre dans l'exposition et dans le livre. Énormément d'artistes majeurs de la modernité et d'aujourd'hui s'intéressent à ce domaine. Alors, il n'y a pas que du folklore français, il y a du folklore européen, mais c'est quoi quand on dit folklore, c'est quoi d'ailleurs? Très bonne question. Et oui. Le folklore, tous les 2 ans à peu près, depuis le milieu du 19e siècle, quelqu'un essaye de le définir et personne n'y arrive jamais. Alors on n'a pas la prétention, de trouver où il commence, où il s'arrête. On sait simplement que on a appelé folklore à partir du milieu du 19e. Il y a un Anglais qui s'appelle William Thoms qui crée ce mot en prenant folk, le peuple, et lore, c'est l'ensemble des savoirs. Les savoirs du peuple, c'est donc une sorte de culture qui va se différencier d'une culture dominante, qui est un mode de pensée, un mode de vie, qui va notamment s'exprimer. Et les choses peut-être les plus connues, quand on dit le mot folklore, on pense danse, on pense dialecte, on pense coutume, on pense proverbe, musique, etc. Camille ? Ce qui est intéressant, c'est que cette idée que le folklore est quelque chose de figé dans le passé, c'est quelque chose de très occidental, ou français en tout cas. Quand on regarde dans d'autres régions du monde, par exemple en Amérique latine, le folklore c'est quelque chose de vivant, qui est ancré dans le quotidien. Comment est-ce que vous expliquez ce décalage ? Oui, absolument. En fait, quand on prononce le mot folklore, ça a un sens extrêmement différent selon, d'une part, l'époque, mais aussi effectivement la géographie dans laquelle on se parle. Le mot folklore, il a vraiment une naissance très européenne et on l'appelle folklore. C'est des Européens qui l'appellent folklore en opposition à une ethnographie où l'idée de découvrir cette autre culture sans voyager. Et puis, il y a un folklore qui a un autre sens ensuite, qui est un folklore que l'on peut trouver dans énormément de cultures un peu partout dans le monde. Nous, cette exposition que l'on fait avec le Mucem, elle se centre vraiment sur cette première partie, cette première définition très européenne du folklore. Jean 80. Est-ce qu'il n'y a pas un côté mépris culturel dans l'apparition du mot folklore ? C'est-à-dire pour distinguer justement cette culture du peuple qu'on rejette, et puis contre la culture des villes, la culture des grands centres urbains, qui elle est la modernité. Parce que folklore, déjà, regardez, dans le langage courant, ce que tu sais folklorique, c'est un mépris total. C'est pas élitiste, quoi. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas cet aspect-là ? Alors bien sûr, ça fait partie totalement de l'histoire du folklore, c'est très française d'ailleurs, le moment où le mot folklore devient péjoratif. On parle encore de folklore dans des universités au Canada, par exemple. Il y a des chaires de folklore en Amérique du Nord, etc. Ce côté très péjoratif, il a surtout 2 origines. D'une part, le fait que le folklore, l'étude du folklore ne soit pas considérée comme quelque chose de très scientifique. Et d'autre part, bien sûr, c'est quelque chose fait par des élites qui regardent ce qu'on appelle le peuple. Et donc, il y a un regard un peu complexe sur ces... On va voir justement, il y a beaucoup de choses dans cette exposition, et notamment, Renaud, il y a quelque chose qui vous a... J'ai remarqué un maréchal Pétain en Santon de Provence, si je ne me trompe pas, ce qui est assez surprenant comme pièce. Ça veut dire qu'il y a un enjeu idéologique aussi autour du folklore. Le régime de Vichy avait essayé de récupérer justement le folklore, justement au nom de quoi ? D'une espèce de tradition, de vénération d'un passé mythifié ? Exactement. Dans son histoire, le folklore va être l'objet de nombreuses récupérations, mais quelques années avant
le régime de Vichy. Le Front populaire utilise aussi le folklore. L'exposition internationale à New York en 1939, le pavillon français montre des décors savoyards, provençaux, montre même une étude sur la farandole de Barbantane, alors qu'on est dans une expo où on montre à chaque fois... Il y a un santon Léon Blum aussi ou pas, non? Il n'y a pas. Mais ça veut dire qu'il y aurait encore du folklore, même actuellement, là, à notre époque. Par exemple, je ne sais pas, sur Internet, s'échanger des vidéos de chats dans 50 ans, ça sera du folklore? Mais il y a un folklore d'Internet, précisément. Ouais. Alors, nous, dans l'exposition, ce qu'on essaye de faire, c'est véritablement de trouver les moments où le monde de l'art et le monde du folklore se touchent, se côtoient. Et il y a des artistes aujourd'hui qui vont justement essayer, un peu à la manière d'anthropologues, d'ethnographes, de documenter ce que peut être le folklore en Angleterre. Donc il y a par exemple des rassemblements de tuning, des bannières de protestation, de manifestations qui sont considérées comme ce qu'on appelle la folk archive pour deux artistes anglais, Jeremy Deller et Alan Kane. Et donc il y a une actualisation possible du terme. Ça s'appelle folklore, en tout cas c'est à voir au centre Pompidou à Metz, hein, c'est jusqu'au 4 octobre, et puis ensuite au Mucem à Marseille à partir du 4 novembre. Jean-Marie Gaël, je crois que Xavier Gorce a un dessin pour vous. Oui, un petit dessin sur cette notion de séparation entre élitisme et populaire. Il y a aussi un folklore élitiste, le voilà. Les œuvres de Jeff Koons, c'est dans la salle du folklore spéculatif. Merci beaucoup Jean-Marie Gallet d'être passé par 28 minutes. Allez, il est l'heure maintenant de retrouver Frédéric Pommier. Et oui, pour votre histoire de la semaine, bonsoir Frédéric. Bonsoir à tous. Et ce soir, vous revenez donc sur la marche blanche organisée ce mercredi à Bayonne. Une marche à laquelle ont participé un peu plus de 6000 personnes et c'était un hommage à Philippe Monguillot, chauffeur de bus de 58 ans, passé à tabac dimanche dans la soirée. Grâce aux témoins et aux images des caméras de vidéosurveillance, le procureur de la République a reconstitué le déroulé des faits. À 19h15, à la gare de Bayonne, 3 individus montent dans un trambus de la ligne 1. Aucun d'eux ne porte de masque. Un 4e les rejoint quelques arrêts plus loin, sans masque lui non plus. Philippe Monguillot se lève alors de son siège et s'approche de ce 4e passager afin de contrôler son billet, puis il lui demande, ainsi qu'aux 3 autres, de se couvrir le visage. C'est la règle, mais le groupe refuse. La tension monte, des insultes, une altercation. Le conducteur est poussé à l'extérieur du véhicule, poussé à terre, et les 2 plus furieux s'acharnent. 2 jeunes de 20 et 22 ans. Des coups de poing, des coups de pied, d'une violence inouïe et principalement dans la tête. À l'arrivée des secours, Philippe Monguillot est inconscient. Ses proches, ses amis, savent que c'est fini, question d'heure ou de jour. Sa femme le sait aussi, qui, entourée de leurs 3 filles, tenait un grand portrait de lui en tête de cette marche blanche mercredi à Bayonne. Au même moment, un peu partout en France, on a observé une minute de silence dans les transports en commun. Un silence en mémoire de ce Bayonnais sportif, fort en gueule, bon vivant, qui devait prendre sa retraite l'an prochain et qui, dixit ses collègues, rêvait de sillonner les Pyrénées en camping-car. 2 de ses agresseurs ont été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire et les 2 autres pour non-assistance à personne en danger. Quant à son épouse, elle a reçu d'innombrables messages de soutien. Les soutiens, ça peut permettre de tenir, mais elle se dit détruite et sa douleur nous bouleverse. Et puis les circonstances nous bouleversent aussi. D'abord, parce que pendant le confinement, comme les caissières, comme les éboueurs, les chauffeurs de bus ou de tram ou de métro ont compté parmi ceux qui ont continué de faire fonctionner le pays. Ensuite, ça nous bouleverse parce que si Philippe Monguillot s'est fait tabasser, c'est donc car il a demandé à des passagers de porter un masque. Ces masques dont on a tant manqué, mais dont on ne manque plus aujourd'hui, et que l'on doit toujours porter dans les transports pour protéger les autres et pour se protéger soi-même de la pandémie. À l'instar des soignants décédés du coronavirus. Certains, justement, à cause de la pénurie de masques, sans doute pourra-t-on dire que Philippe Monguillot est mort d'avoir voulu sauver des vies. Merci beaucoup Frédéric Pommier. Un dessin, Xavier ? Oui, mais bon, pas très drôle, forcément. Voilà, c'est lui qui nous a agressé le premier en nous demandant de porter un masque. Voilà, en tout cas souligné. Allez, on va passer maintenant aux photos de la semaine que vous avez choisies. On commence avec vous, Moderne. Et cette photo donc de manifestation avec cet avion qui passe au-dessus, avec un peu d'ironie d'ailleurs, l'avion qui passe au-dessus de ces manifestants, puisque c'est une photo donc de manifestation de...
Alors, c'est la manifestation, je la regardais, excusez-moi, je la cherchais. Manifestant. Qui s'est déroulée mercredi sur le site Airbus de Saint-Martin-du-Touche, en Haute-Garonne, donc, où près de 10 000 personnes, en effet, ont manifesté pour tenter d'éviter ce crash social qui s'annonce, puisqu'on parle d'un plan de licenciement de 15 000 personnes, donc 5 000 personnes en France, et d'ici à la fin de l'année, ce serait 10% des effectifs du groupe qui seraient appelés à disparaître. Alors effectivement, on sait tous, Airbus, c'est un poumon économique, c'est le poumon économique de la région Occitanie, et que si on additionne ce plan de licenciement aux conséquences sur les sous-traitants, c'est toute une région et des familles entières qui vont être durement touchées. On pense à des villes comme Figeac, par exemple, dans l'Aude, c'est un tiers des habitants qui travaillent pour la sous-traitance. Alors la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'était une fatalité ? Bien sûr, Airbus a connu des difficultés liées à la crise sanitaire, personne ne le nie, avec l'effondrement du trafic aérien. Mais ce qui est intéressant en fait dans ce cas-là, c'est que en fait, ça a précipité une crise qui était déjà en cours, avec l'effondrement, de toute manière, plus ou moins sur le long terme, notamment des courriers courts, et que l'entreprise aurait pu anticiper un peu plus ce qui se passe. L'autre question intéressante, or là, avec ce plan de licenciement, on est typiquement dans la surréaction des entreprises financiarisées qui veulent avant tout rassurer les marchés. Même le ministre des Finances a dit qu'il jugeait le nombre de ces suppressions d'emplois totalement excessif. Un dernier petit mot, parce que je trouve que c'est assez emblématique le cas d'Airbus sur le rôle que l'État actionnaire pourrait jouer. L'État, on ne mesure pas sa capacité d'action aux milliards versés sur la table, je crois qu'en l'occurrence c'est 8, mais aussi à la manière dont il peut accompagner une entreprise comme celle-ci dans le futur. Il y a des enjeux majeurs extrêmement intéressants, notamment sur la construction de l'avion écologique du futur, et l'État devrait jouer un rôle là-dessus, parce que le risque, c'est que l'argent public serve à payer les dividendes des actionnaires. On va passer à votre voisin aussi, parce qu'il a choisi une photo, lui aussi, figurez-vous. Et oui, et c'est Notre-Dame en flammes, parce que, bien sûr, la flèche va être reconstruite, c'est ça ? Voilà, la fameuse flèche. Donc, la décision n'est pas encore tombée. Le président va l'annoncer. Reconstruite à l'identique. Voilà. L'idée, ça serait aujourd'hui, d'après tous les experts, de la reconstruire à l'identique. C'est une flèche qui a été construite telle qu'on la voit aujourd'hui au 19e siècle, mais qui était inspirée d'une flèche qui avait été détruite dans le passé. Et ça pose d'abord, ça pose plusieurs questions. D'abord, notre rapport au passé. C'est-à-dire, est-ce qu'au fond, il faut sanctuariser absolument des monuments, et jusqu'à quand on les sanctuarise ? Parce que Notre-Dame, ça a été construit sur plusieurs siècles. On voit bien que la plupart des palais, même, ont été construits sur plusieurs siècles. Donc, à quel moment on arrête ? Est-ce qu'on s'interdit désormais, à partir de 1900, par exemple 1900, de modifier le monument ? Rappelez-vous aussi la pyramide du Louvre. C'était quelque chose, c'était un geste fort, et beaucoup de gens disaient, mais non, il ne faut pas toucher au Louvre, il faut la laisser telle que c'était, c'est-à-dire un parking. Je rappelle, à l'époque, avant la pyramide du Louvre, ça ne faut pas faire de flèches. Vous n'aimez pas, Jean Quatremer n'aime pas les flèches. Et la deuxième question que ça pose, c'est celle de la personne qui décide. En France, qui décide, au fond, de l'innovation ? Alors, le chef de l'État, le président de la République. Eh bien voilà, ça c'est une réponse, parce que figurez-vous que Xavier a un dessin justement pour souligner aussi, lui, son implication, son intérêt dans la flèche. Je prolonge un peu la réflexion, effectivement. Le Nouveau Monde a choisi le projet du jeune violon-duc. C'est vraiment ça. Exactement. Allez, lui aussi répond présent cet été, la moustache fine, l'œil flagorneur et l'esprit bien aéré, Benoît Forjard. Et ça dérive des continents aujourd'hui avec cette question essentielle et ultra polémique. La trottinette est-elle mal ? Bonsoir Jean-Mathieu. Qui a dit que la société n'offrait pas de deuxième chance ? La trottinette est revenue de l'oubli pour atteindre le firmament, nouvelle star des villes et briseuse de grève. Un repêchage miracle qui n'exclut pas l'hypothèse d'une déchéance rapide, tant l'objet suscite de ressentiments. La trottinette est-elle mal ? Pourquoi est-il si difficile d'imaginer Jean-Jacques Goldman sur une trottinette ? Eh bien parce que la trottinette, elle, ne fait pas l'unanimité. Mais allons plus loin et distinguons les griefs. Soit on dénonce le trottiniste qui va son chemin sans se soucier des autres. On fustige son égoïsme, son arrogance. On lui reproche de ne pas attendre sagement un bus qui ne viendra pas. On pointe son incivilité, l'engin qu'on gare n'importe où, les nombreux accidents qu'il provoque, passant déchiqueté sur son passage tandis qu'il envoyait un SMS. Soit on dénonce la trottinette. Engin fourbe, faux écolo, faux amis, véhicule du chacun pour soi, agent de l'étranger venu casser la cohésion nationale, prostinette, bonjour au revoir, sans chaleur ni promesse, car il est vain d'espérer retrouver l'appareil avec lequel on a partagé une fois un bon moment.
Observons qu'en devenant électrique, la trottinette aggrave son cas. On respecte le motard qui vit sa passion. On s'incline devant la cycliste qui produit un effort noble, quasi rural. Mais on se détourne du cadre supérieur qui glisse à travers les bouchons dans un geste indolore. Il a le ridicule d'un papier gras emporté par la rivière qui pense y être pour quelque chose dans son parcours. Si vraiment vous voulez sauver la planète, rappelez-vous qu'un vieux pneu ne coûte rien. Non content de vous donner de l'allure et de vous conduire au travail d'une façon qui n'appartient qu'à vous-même, il fournit en prime le lieu idéal d'une bonne méditation. Et voilà, un bon pneu, en tout cas c'est le conseil de Benoît Forgeard. Merci beaucoup en tout cas à tous d'être passés, mais le club 28 minutes referme ses portes demain, dès 20h05, pas de vacances pour 28 minutes l'hebdo avec vous. Jamais, toujours Renaud, sur le pont. C'est incroyable. La Qui recevez-vous? romancière Diane Ducret, on va parler dictatrice. Oui, c'est parce que c'est le nom de son roman. Parce que c'est le nom de son livre. C'est Rien ne vous échappe, Non, mais je Jean-Mathieu. vous aide, n'hésitez pas en tout cas. À suivre sur Arte, Mélancolie ouvrière, avec Virginie Ledoyen, l'histoire vraie de Lucie Beau, figure prolétaire oubliée, une des premières femmes syndicalistes. Un vrai combat. On se quitte en musique avec un clin d'œil à notre débat sur les retraites et les Rolling Stones, qui ne sont pas concernés par l'âge pivot. Gimme Shelter, bon week-end.